Je m'appelle Clara Dupont, et j'ai 28 ans. Dans ma famille, chaque personne avait une étiquette. Ma sœur aînée, Manon, était la jolie. Mon oncle, Robert, était celui qui avait réussi. Mes parents étaient ceux qui étaient reconnaissants. Et moi? J'étais la responsable. Dans le langage de la famille Dupont, cela ne signifiait pas que je faisais toujours ce qu'il fallait. Cela signifiait que j'étais celle qu'on appelait quand une facture devait être payée, et que personne d'autre ne voulait regarder les chiffres. J'ai eu des notes correctes, décroché un bon emploi d'ingénieur logiciel dans une entreprise de technologie de taille moyenne, j'ai vécu dans un appartement d'une chambre avec de la peinture qui s'écaillait mais un bon Wi-Fi, et j'ai conduit une Peugeot 508 de 2019 avec 205 000 km au compteur. Entièrement payée, fiable, ennuyeuse. Apparemment, cela faisait de moi le distributeur automatique de billets de la famille. Il était 17h47 un dimanche froid de février quand je me suis retrouvé à nouveau chez mon oncle Robert. 30 personnes entassées autour d'une table qui coûtait plus cher que ma voiture. Verre en cristal, serviettes en tissu, bougies qui sentaient vaguement l'argent et le contrôle. La seule raison pour laquelle je venais encore à ces dîners était la purée de pommes de terre de ma grand-mère. Elle la préparait de la même manière depuis 40 ans. Beurre, crème, une touche d'ail. Elle l'écrasait à la main. Pas de mixeur. Elle disait qu'il fallait sentir les pommes de terre pour savoir quand elles étaient prêtes. Elle avait le goût de l'enfance, avant que j'apprenne que l'amour pouvait être détaillé comme une facture. J'en étais à ma deuxième cuillère quand mon oncle Robert a tapoté son verre. La pièce est devenue silencieuse de cette manière automatique que les gens conditionnés à craindre quelqu'un apprennent à obéir. Robert avait 64 ans, bâti comme un réfrigérateur avec la personnalité d'un agent de recouvrement. Il avait démarré Dupont Construction avec une camionnette et un sale caractère. Maintenant, il avait 3 maisons, un bateau, un chalet à Chamonix, et un droit tacite de commenter les choix de vie de tout le monde. Il se tenait au bout de la table comme un président-directeur général s'adressant à ses actionnaires. Annonce familiale, a-t-il dit. J'ai continué à manger. Les annonces de mon oncle Robert le concernaient généralement lui-même, une nouvelle propriété, un nouveau contrat, une nouvelle excuse pour se vanter et nous rappeler qui était vraiment le patriarche. Mais ensuite il a dit, c'est à propos de Manon. Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. Bien sûr que c'était elle. Manon, 25 ans, un eyeliner assez pointu pour blesser quelqu'un, une robe qui coûtait probablement un mois de mon loyer. Elle avait le physique, l'attention, les excuses. Moi, j'avais les feuilles de calcul. Manon a quelques problèmes, a poursuivi Robert. Je n'ai pas levé les yeux. Les problèmes de Manon étaient une maladie chronique. Son loyer, ses cartes de crédit, son voyage, d'urgence, à Monaco. Elle a besoin d'aide, a-t-il dit. Ce n'était toujours pas mes affaires, ou ça n'aurait pas dû l'être. Puis je l'ai senti, 30 perdus se tournant lentement. Pas vers l'oncle Robert avec ses 3 maisons. Pas vers mes parents. Pas vers les oncles et tantes qui avaient passé des années à prétendre avoir réussi. Ils se sont tournés vers moi. Mon estomac s'est noué. Ma fourchette a heurté l'assiette avec un léger cliquetis. Clara, a dit l'oncle Robert, sa voix enrobée d'une fausse chaleur. Tu t'en sors bien avec ce travail dans la technologie, n'est-ce pas? Pas d'enfant, pas d'hypothèque, pas de dette. Le sous-entendu m'a frappé comme une gifle. Pas de mari, pas d'enfant, pas de vraie responsabilité. Comme si ma vie était une version d'essai de l'âge adulte qui existait uniquement pour que je puisse financer celle des autres. Je me débrouille, ai-je dit prudemment. Il a souri de la manière dont un patron sourit quand il s'apprête à vous demander de rester tard sans heures supplémentaires. Tu devrais aider ta sœur. La voilà. La demande au distributeur automatique. Entrez le code, attendez que l'argent tombe. Quel genre d'aide, ai-je demandé, même si une partie de moi savait déjà que je détesterais la réponse. Le paiement de sa voiture, a-t-il dit. Juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Manon se remettait sur pied depuis qu'elle avait 19 ans. C'est combien, le paiement, ai-je demandé. Manon s'est agitée sur sa chaise, fixant son verre de vin comme s'il contenait des réponses. L'oncle Robert a répondu pour elle. 2300 € par mois. J'ai cligné des yeux. 2300 €. Chaque mois. C'est une BMW série 5, a lâché Manon. J'en ai besoin pour le travail. Tu travailles à temps partiel dans un magasin de vêtements à bas prix,
ai-je dit calmement. À 16 kilomètres de mon appartement. Elle est fiable, a-t-elle lancé. J'ai failli rire. Une Renault Clio est fiable. Une Peugeot 308 est fiable. Une BMW série 5 est un symbole de statut social que tu ne peux pas te permettre avec 15 heures de travail par semaine. Clara. La voix douce et réprobatrice de ma mère est venue de ma gauche. Le ton de la médiatrice, celui qu'elle utilisait quand elle voulait que je me taise et que je fasse un chèque. Elle ne savait pas que les paiements seraient si difficiles. Quel est le taux d'intérêt, ai-je demandé. Silence. Manon, ai-je répété. Quel est le taux d'intérêt sur le prêt? Elle a marmonné quelque chose dans son vin. Plus fort. Ses joues ont rougi. 9%, 9%. Sur un prêt automobile. En 2024. Ce n'était pas un prêt. C'était une punition. J'ai regardé mes parents. Mon père a soudainement trouvé sa purée fascinante. Ma mère fixait le plafond comme s'il y avait une fresque de la Renaissance là-haut. Vous vous êtes porté garant, n'est-ce pas, ai-je demandé. Silence. La culpabilité pesait plus lourd que le lustre au-dessus de nous. Vous vous êtes porté garant pour un prêt à 9% sur une voiture de 55 000 € pour quelqu'un qui travaille 15 heures par semaine dans un magasin de vêtements à bas prix. J'ai dit qu'elle n'avait pas besoin d'une BMW. Elle avait besoin d'un abonnement de bus. La voix de l'oncle Robert a tranché, dure et finale. La famille est de la famille. C'est comme ça qu'on fait. Ça a toujours été comme ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Robert Dupont, 3 maisons, un bateau à la marina, une entreprise valant 7 millions d'euros. Et il me demandait à moi, la femme dans un appartement d'une chambre avec une voiture de 10 ans, de payer la mensualité de la voiture de sa nièce. Tu as 3 maisons, ai-je dit doucement. Pourquoi ne l'aides-tu pas? La pièce est devenue glaciale. Tante Patricia a aspiré son souffle comme si j'avais giflé quelqu'un. Personne ne répondait à Robert. Pas à sa table, pas dans sa maison. Son sourire s'est évaporé. J'ai beaucoup aidé cette famille, a-t-il lancé. Les études, les frais médicaux, les primes de Noël. Vous croyez que l'un de vous serait là où il est sans moi? Je suis là où je suis parce que je suis allé dans une université publique avec une bourse et que j'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 6 ans, ai-je dit. Tu ne m'as pas donné un centime. Je t'ai donné des opportunités, a-t-il rétorqué. Des relations. Le nom Dupont signifie quelque chose dans cette ville. Le nom Dupont ne m'a pas obtenu mon travail, ai-je répondu. Mon compte J-Hub, si. Ses doigts se sont resserrés autour de son verre de vin. Il l'a posé avec une autorité lente et répétée. Tu couvriras les paiements, a-t-il dit. 2300 € par mois jusqu'à ce que Manon se remette sur pied. Une partie de moi voulait rire. Une partie de moi voulait renverser la table. Au lieu de ça, j'ai dit, non. Il a cligné des yeux. Pardon? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Tu refuses d'aider ta propre sœur? A-t-il demandé, incrédule. Elle a acheté une voiture qu'elle ne peut pas se permettre, ai-je dit. Elle peut la vendre. Acheter quelque chose de raisonnable. Apprendre comment fonctionne l'argent. Elle perdra de l'argent sur la vente, a murmuré ma mère. Elle en perdra plus en faisant des paiements qu'elle ne peut pas assumer sur un bien qui se déprécie, ai-je dit. C'est comme ça que fonctionnent les prêts où l'on doit plus que la valeur du bien. Manon s'est levée d'un bond. Je ne peux pas te croire, Clara. Tu es ma sœur. Je suis ta sœur, ai-je dit doucement. Pas ta tirelire. La voix de l'oncle Robert a pris le ton calme et dangereux qu'il utilisait probablement avec les entrepreneurs qui faisaient des erreurs. Laisse-moi être très clair, a-t-il dit. Tu refuses d'aider ta famille, et tu es exclu. J'ai froncé les sourcils. Exclu de quoi? De tout, a-t-il dit. Des dîners, des fêtes, de la famille. Si tu pars, ne reviens pas, la pièce a retenu son souffle. J'ai regardé autour de la table, tante, oncle, cousin, mes parents. Manon me fusillait du regard comme si j'avais mis le feu à sa voiture. Ma mère fixait ses mains. Mon père étudiait son assiette. Ma grand-mère était assise au coin le plus éloigné, petite et âgée de 83 ans, les yeux sur moi. Pas avec jugement, mais avec autre chose, de la tristesse, de la compréhension. Comme si elle avait déjà vu cette scène.
Tu me donnes un ultimatum, ai-je dit. Paie 2300 € par mois pour la BMW de ma sœur ou perds ma famille. Je te dis comment les choses fonctionnent, a dit Robert. Non, ai-je répondu. Tu me dis le prix d'entrée. Je me suis levé, la chaise grinçant bruyamment contre le parquet. Alors je suis exclu. La mâchoire de Manon est tombée. Tu es sérieuse? Complètement. J'ai marché vers la cuisine, posé mon assiette dans l'évier. La purée de ma grand-mère, à moitié finie. Cela faisait plus mal que tout ce que quiconque avait dit ce soir-là. J'ai pris mon manteau et mes clés. La voix de l'oncle Robert m'a suivi. Si tu sors par cette porte, Clara, ne reviens pas, j'ai ouvert la porte. Je n'en avais pas l'intention, ai-je dit. L'air froid de février m'a frappé le visage propre, vif, honnête. J'ai marché jusqu'à ma Peugeot, je suis monté, j'ai démarré le moteur, et je suis parti sans regarder en arrière. Je suis rentré à 19h23. Je me suis assise sur mon canapé, toujours avec mon manteau, les mains encore tremblantes, attendant que les émotions me submergent. La colère, le chagrin, le soulagement, le regret. Rien. Juste un vide étrange et résonnant, comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant des années et que je l'avais enfin posé. Mais mes bras étaient encore endoloris par le poids. Une vieille habitude a repris le dessus. Quand je ne sais pas quoi ressentir, je calcule. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé une nouvelle feuille de calcul. Titre, historique financier familial. J'ai commencé à taper. Frais médicaux de papa, lacune de l'assurance, les 350 € par mois que j'envoyais pour ses médicaments contre le diabète depuis 2 ans, 24 mois x 350 € égale 8400 €. Manuel scolaire de mon cousin Thomas pour ses études de médecine, 550 € par semestre pendant 6 semestres, soit 3300 €. Taxe foncière de ma grand-mère quand sa pension et sa sécurité sociale ne suffisaient pas, 1100 € par an x 5 ans égale 5500 €. Les urgences de Manon, ordinateur portable volé, caution, sauvetage de carte de crédit, facture de dentiste. Total, 7000 €. Fonds de vacances familiales sur lequel ma mère a insisté. J'avais contribué 1800 € par an pendant 5 ans. Nous n'avions jamais fait un seul voyage. Cela faisait 9000 €. J'ai fait le total. 8400 € plus 3300 € plus 5500 € plus 7000 € plus 9000 € égale 33200 €. Voilà ce que ma famille m'avait coûté en 5 ans. Et apparemment, ce n'était toujours pas assez. Mon téléphone a vibré. Maman, s'il te plaît, appelle. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Papa, ne sois pas impulsive, ma chérie. La famille, c'est tout. Manon, je ne peux pas croire que tu m'as fait ça pour une voiture. Oncle Robert, tu as fait ton choix. Souviens-toi. Une autre vibration. Étienne, ça va? Ta mère m'a appelé. Elle a dit que tu avais quitté le dîner plus tôt. Parle-moi, j'ai fixé son nom pendant un long moment, le pouce planant sur l'écran. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour apaiser la panique de quelqu'un d'autre. Pas même la sienne. J'ai retourné mon téléphone, je suis revenu à la feuille de calcul et j'ai regardé le nombre en bas, 33 200 €. C'était le coup d'être la responsable. Et ce soir-là, j'avais enfin appris la leçon que personne ne voulait que j'apprenne. Dans ma famille, l'appartenance avait un coût mensuel. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non. Je n'avais aucune idée encore que « non » était le premier mot d'une vie entièrement différente. La première semaine a été silencieuse. Un silence troublant. Pas paisible. Le genre de silence qui vous donne l'impression que quelque chose vous observe juste en dehors de votre champ de vision. Je continuais à prendre mon téléphone par habitude pour vérifier la discussion de groupe de la famille, pour me rappeler que je n'y étais plus. J'avais laissé la maison de mes parents et 30 Perdieux derrière moi, mais chaque silence ressemblait à un fil tirant sur mes côtes. Lundi matin, on a frappé pour la première fois. 3 coups secs, le genre de coups qui portent la culpabilité dans leurs articulations. J'ai regardé par le Judas. Papa. Il se tenait là dans l'air froid du matin, tenant 2 cafés, un noir, un au lait d'avoine, comme je le prenais. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Clara, a-t-il appelé doucement. Je sais que tu es là. Ta voiture est dehors. Je me suis reculé de la porte,
retenant mon souffle. Ma chérie, je ne suis pas là pour me disputer. Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. 5 minutes. C'était l'appât qu'ils utilisaient toujours. 5 minutes se transformaient en 1 heure. 1 heure se transformait en larmes. Les larmes se transformaient en responsabilité. La responsabilité se transformait en une facture. Ta mère n'a pas dormi, a-t-il continué, la voix brisée. Elle pleure depuis hier soir. J'ai fermé les yeux. Je pouvais l'imaginer. Maman faisant les 100 pas, se tordant les mains. Non pas parce que j'avais été humilié, mais parce que j'avais embarrassé la famille. S'il te plaît, a murmuré papa. Nous devons parler. Mais parler signifiait négocier. Négocier signifiait capituler. Et je ne capitulerai pas cette fois. J'ai marché tranquillement jusqu'à ma chambre, mis un casque anti-bruit et laissé un podcast le couvrir. 20 minutes plus tard, j'ai vérifié à nouveau. Il était parti. Les 2 cafés étaient soigneusement laissés sur mon paillasson. Je n'en ai bu aucun. Dès le mercredi, les appels ont commencé. Maman, papa, Manon. Des numéros inconnus qui étaient certainement mes tantes. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Mon téléphone vibrait tellement qu'il est tombé de ma table de nuit. Jeudi soir, 20h15. On a de nouveau frappé. Pas besoin de vérifier. Je le sentais déjà dans ma poitrine. Maman. Sa voix était faible. Clara, s'il te plaît. S'il te plaît, parle-moi. Je me suis appuyé contre la porte. Clara, je peux voir ton ombre. Grillé. On peut parler à travers la porte? A-t-elle demandé en reniflant. Juste parler. Nous sommes déjà en train de parler, ai-je dit. Tu ne peux pas nous exclure comme ça. Tu n'as pas dit un mot quand l'oncle Robert m'a mise à la porte. Tu ne m'as pas défendu. Pas une seule fois. Nous étions choqués, a-t-elle dit faiblement. Tu as été complice. Silence. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Ce qui n'est pas juste, ai-je dit, c'est d'être le portefeuille de la famille pendant 5 ans et d'être jeté dès que je dis non. Nous ne t'avons jamais vu comme un portefeuille. Alors pourquoi étais-je la seule à qui on a demandé de payer? Elle n'avait pas de réponse. Il a 3 maisons, ai-je dit. Toi et papa avez des économies. Tante Linda vient de rénover sa cuisine. Pourquoi la BMW de ma sœur fauchée qui travaille à temps partiel était-elle ma responsabilité? La famille est de la famille, a-t-elle plaidé. Non, ai-je dit. Une famille n'exige pas un plan de paiement. Son souffle s'est coupé. Clara, tu es cruelle. Non, maman. Ce qui est cruel, c'est de laisser sa fille se faire humilier devant 30 personnes et de rester silencieuse tout le temps. Elle s'est remise à pleurer. Des sanglots profonds et douloureux, le genre qui m'aurait autrefois brisé. Ma main a plané au-dessus de la serrure. J'ai presque ouvert la porte. Presque. Mais je me suis souvenu du regard de Manon, du sourire narquois de l'oncle Robert, du silence de mes parents. Rentre chez toi, maman, ai-je dit doucement. Clara. Rentre chez toi. 5 minutes plus tard, elle est partie. Je l'ai regardée par le Judas jusqu'à ce qu'elle atteigne sa voiture. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chacun de ces sanglots a résonné dans ma poitrine jusqu'à l'aube. 2e semaine, mercredi matin. Mon téléphone a vibré avec un seul texto d'un expéditeur inattendu. Mon cousin, Julien, le seul qui ne m'avait jamais demandé d'argent. Clara, que s'est-il passé dimanche? Tout le monde panique. J'ai hésité, puis j'ai tapé, Robert m'a donné un ultimatum. Payer la mensualité de 2300 € de la BMW de Manon ou être exclu. Je suis parti. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Tu es sérieuse? C'est insensé. Elle travaille dans un magasin de vêtements à bas prix. Je sais. Tu as bien fait. J'ai fixé ces 4 mots. La première validation que j'avais reçue depuis le dîner. Merci, ai-je tapé. Pour ce que ça vaut, certains d'entre nous pensent que cette famille est détraquée depuis longtemps. Oui, ai-je répondu. Elle l'est. 3e semaine, jeudi. Un autre texto de Julien. Grosse nouvelle. Réunion de famille hier. Mon pouce est accéléré.
qu'ont-ils dit? Une capture d'écran est apparue. Le message de l'oncle Robert à toute la famille élargie, Clara nous a montré qui elle est vraiment. Égoïste, ingrate. La famille Dupont continuera sans elle. Quiconque la contacte choisit son camp contre nous. Mon estomac s'est tordu. L'homme aux 3 maisons me traitait d'égoïste. L'homme qui exigeait que je paie 27 000 € par an me traitait d'ingrate. Quelque chose en moi s'est durci, net et tranchant. Merci de me l'avoir dit, ai-je écrit. Il y a plus, a répondu Julien. Cédric dit que tes parents ont l'air malades. Ta mère a pleuré, mais personne ne t'a défendu. J'ai laissé échapper un long soupir. Bien sûr qu'il ne l'avait pas fait. Ce week-end-là, quelqu'un d'autre a frappé à ma porte. Pas un parent. Pas Manon. Adam. Il se tenait là avec un sac en papier de plat à emporter, les cheveux humides de pluie, l'inquiétude lisible sur son visage. Tu ne répondais pas à mes appels, a-t-il dit doucement. Je pensais que tu avais peut-être été avalé par une feuille de calcul. J'ai eu un petit rire malgré tout. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Clara, a-t-il dit, entrant quand je me suis écarté, tu m'as entraîné. Il a posé le sac, a pris mes mains et a dit, j'ai déjà vu ça. Sophie me faisait la même chose. Son ex-petite amie, celle qui avait vidé ses économies, l'avait manipulé avec la culpabilité et l'avait laissé endetté. Je sais ce que c'est que de confondre l'obligation et l'amour, a dit Adam. Je sais ce que c'est que de penser que dire non fait de toi le méchant. Ma gorge s'est serrée. Tu n'es pas la méchante, a-t-il murmuré. Tu en fuis un. Je n'ai pas pleuré. Pas encore, mais quelque chose en moi s'est détendu. Pour la première fois depuis le dîner, je ne me sentais pas seul. Dimanche soir, Julien a de nouveau texté. Robert l'a rendu officiel. Il a dit à tout le monde, vous êtes morte pour la famille. Morte? Un chagrin étrange et résonnant m'a envahi. Merci de me le dire, ai-je tapé. Clara, certains d'entre nous ne sont pas d'accord avec lui. Certains, c'est assez. J'ai posé le téléphone, regardant l'appartement silencieux autour de moi. Pendant des années, j'avais pensé que le silence signifiait la paix. Maintenant, je connaissais la vérité. Le silence avait un prix. Mais la dignité aussi. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, ce n'était pas moi qui payais. À la 4e semaine, le silence n'était pas seulement lourd, il était suspect. Quand ma famille se taisait, cela signifiait généralement des ennuis, un complot, ou une autre facture qu'ils espéraient voir atterrir magiquement sur mes genoux. Le premier signe est arrivé un mardi matin. Un courriel de Manon. Objet, il faut qu'on parle. Je l'ai regardé un moment, puis je l'ai ouvert. Clara, je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu ne comprends pas ma situation. La BMW était une erreur. D'accord, je l'admets. Mais je ne peux pas simplement la vendre. Je dois plus que ce qu'elle ne vaut. Si tu m'aidais pendant quelques mois, juste le temps que je trouve un meilleur travail, je pourrais m'en sortir. Je ne demande pas pour toujours. Tu es ma sœur. Tu es censé être là pour moi. S'il te plaît, Manon, c'était ce qui se rapprochait le plus d'une prise de responsabilité qu'elle n'ait jamais écrite. Mais même les excuses avaient un hameçon. J'ai répondu. Manon, tu dois plus que ce que la voiture ne vaut parce que tu as acheté une voiture de 55 000 € avec un taux d'intérêt de 9% avec un salaire à temps partiel. Ce n'est pas une situation, c'est une conséquence. Voici ce que tu dois faire. Vends la BMW. Accepte la perte. Achète une voiture d'occasion à moins de 8 000 €. Trouve un travail à temps plein. Fais un budget. Aucune de ces étapes ne nécessite mon argent. Clara, j'ai appuyé sur envoyer. 30 secondes plus tard, mon téléphone a explosé. Texto après texto de Manon. Tu es sérieuse, là? Waouh. En mode sermon? Vraiment? Au moins, j'ai une vie, Clara. Toi, tu travailles comme un robot. Pas étonnant que tu sois toujours seule. Sourdine. Silence. Paix. 2 jours plus tard, à 7 heures du matin, un autre texto de Julien. Clara, il faut que tu entendes ça. Que s'est-il passé? Ai-je répondu. Sa bulle de frappe est apparue puis a disparu. Puis, la BMW de Manon a été saisie.
Hier matin. J'ai posé mon café. Quand ai-je tapé? 7 heures du matin. Camion de saisie. Elle était en pyjama. Les voisins ont tout vu. J'ai grincé des dents. Pas par sympathie, mais par embarras par procuration. Combien de paiements avait-elle manqué? 3. Avant le dîner. Ma mâchoire s'est crispée. Donc ils savaient tous, ai-je écrit, et voulaient quand même que je paie. Oui, bien sûr. Ils n'essayaient pas de la sauver. Ils me tendaient un piège. Merci de me le dire, ai-je tapé. Elle poste sur Instagram qu'elle a été abandonnée. Bien sûr qu'elle le faisait. J'ai vérifié son profil même si je savais que je ne devrais pas. La vidéo était en première page. Manon, assise dans le salon de nos parents, les yeux brillants, la voix tremblante avec la précision d'une performance répétée. Je veux juste que tout le monde sache ce qui se passe vraiment, a-t-elle reniflé. Ma sœur Clara, que j'ai toujours soutenue, a abandonné notre famille. J'ai ricané. Soutenue? Une fois, elle m'a volé un pull et a oublié de me le rendre pendant 1 an. Elle a refusé de m'aider quand j'en avais le plus besoin. Maintenant, je vis chez mes parents, sans voiture, essayant de me rendre au travail. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Elle s'est tapoté l'œil de manière dramatique. J'ai toujours essayé d'être une bonne sœur, mais apparemment, l'argent compte plus pour elle que la famille. 4000 vues, 200 commentaires, tous des inconnus la qualifiant de reine, de survivante, de victime. Personne n'a demandé le contexte. J'ai voulu commenter, rétablir la vérité, crier la vérité dans le vide. Mais ça n'aurait servi à rien. Les récits ne sont pas une question de vérité. Ils dépendent de qui a cliqué sur « Publier » en premier. J'ai fermé l'application. Le silence valait mieux que de se noyer dans une sympathie fabriquée. 2 jours plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. Un courriel de ma grand-mère, envoyé depuis ce qui ressemblait à un compte laposte.net vieux de plusieurs décennies. Chère Clara, Madame Dubois m'a aidé à écrire ceci. Elle a dit que le courriel est moderne et efficace. J'ai pensé à toi tous les jours, à ce qui s'est passé au dîner. Robert avait tort. Je le lui ai dit. Il n'a pas apprécié, mais je le lui ai dit quand même. Je lui ai dit d'aller se faire voir en italien pour que Patricia ne comprenne pas. Madame Dubois dit que je ne devrais pas écrire ça, mais j'ai 83 ans et je peux dire ce que je veux. Tu as le droit de dire non, ma fille. Le droit d'avoir des limites. Le droit d'arrêter de donner à des gens qui ne font que prendre. Je t'ai gardé de la purée de dimanche. Elle est dans mon congélateur. Viens quand tu seras prête. Je t'aime, grand-mère, je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai sauvegardé, puis je l'ai imprimé, puis je l'ai plié et mis dans mon portefeuille. Parce que dans une famille où tout le monde avait choisi le camp de Robert, ma grand-mère m'avait choisi. Et puis est venu le moment que je n'attendais pas. Dimanche matin, 6h12. Un texto de papa. Oncle Robert a eu une crise cardiaque. Il demande à te voir. Mon cœur a battu une fois, fort, puis s'est calmé en un rythme lent et engourdi. Je n'ai pas répondu. 10 minutes plus tard, maman a appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Clara, a-t-elle sangloté. Il est en unité de soins intensifs. Il veut s'excuser. S'il te plaît, viens. Il pourrait ne pas, un souffle tremblant, il pourrait ne pas en avoir pour longtemps. Je suis restée assise dans mon lit, écoutant le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Pas par cruauté, par autoprotection. Pendant 3 mois, il m'avait traité d'égoïste, d'ingrate, de mentalement instable. Maintenant, aux portes de la mort, il décidait que je comptais à nouveau. La peur n'est pas la même chose que le remords. Mardi, un coup plus doux à la porte. Encore maman. Clara, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, ouvre la porte. Je ne l'ai pas fait. Il a peur, a-t-elle dit. Il pense qu'il va mourir. Il aurait dû y penser avant de menacer de m'exiler. Il ne le pensait pas, a-t-elle pleuré. Il l'a dit devant 30 personnes, ai-je répondu à travers la porte. Il pensait chaque mot. Comment peux-tu être si froide? J'ai ri. Pas fort, pas méchamment. Juste tristement. J'ai appris de vous tous. Silence. Puis des bruits de pas s'éloignant.
Je l'ai regardé partir en voiture et quelque chose en moi s'est tordu. Pas de la culpabilité, pas de la rancune, mais un soulagement. Jeudi, les nouvelles sont venues de Julien. Robert est sorti des soins intensifs. Stable. Il rentre chez lui la semaine prochaine. Bien, ai-je écrit. La famille est furieuse que tu ne sois pas venu. Je sais. Mais pour ce que ça vaut, je comprends. Il a eu 3 mois pour s'excuser. Il ne l'a pas fait. Tu ne lui dois rien. J'ai regardé le téléphone, sans sourire, mais respirant un peu plus facilement parce que quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un avait compris. Quelqu'un savait que je n'étais pas cruel. Juste à bout. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon appartement, lumières éteintes, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai pensé aux selfies rayonnants de Manon, à la déception silencieuse de mon père, aux larmes de ma mère s'accumulant sur mon paillasson, à ma grand-mère disant à Robert d'aller se faire voir en 2 langues, à Adam assis en tailleur sur mon canapé me disant que son ex lui avait fait la même chose, à 30 personnes me regardant à travers une table de dîner comme si j'étais un meuble qui s'était soudainement mis à parler. Aux chiffres sur ma feuille de calcul, 33 200 €, une cotisation, un prix d'entrée. Et j'ai enfin compris. Il ne voulait pas que je revienne. Il voulait ma conformité, mon silence, mon portefeuille. Mais je ne le leur donnais plus. Peu importe qui tombait malade, peu importe qui pleurait, peu importe qui me traitait d'égoïste. Non n'était pas de la cruauté. Non n'était pas de la trahison. Non, c'était de l'oxygène. Non, c'était la survie. Non, c'était à moi. Le 2e mois était différent. Pas plus facile, juste différent. Comme si la douleur était passée de vive à sourde, un bleu au lieu d'une blessure. Je prenais encore parfois mon téléphone pour vérifier une discussion de groupe où je n'étais plus. Je revoyais encore le dîner. J'entendais encore les sanglots de ma mère derrière ma porte les mauvaises nuits. Mais j'ai aussi commencé à remarquer autre chose. Mon compte en banque avait arrêté de se vider. Les 350 € que j'envoyais à papa chaque mois étaient toujours là. Les transferts d'urgence pour Manon n'allaient nulle part. La contribution de 1 800 € au fonds de vacances était maintenant intacte. Je transférais exactement 2 300 €, le même montant que l'oncle Robert exigeait, de mon compte courant à mon compte d'épargne chaque mois. Si ma famille voulait tant cet argent, je me suis dit que je devrais le donner à quelqu'un qui en avait plus besoin, moi. Adam a été le premier à le remarquer. Nous étions assis à mon comptoir de cuisine un jeudi soir pluvieux, mangeant des nouilles à emporter. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur portable, une feuille de calcul pleine de chiffres verts là où il y avait autrefois du rouge. « Tu rayonnes » a-t-il dit. « Non, pas du tout. »« Si » a-t-il insisté. La Clara que j'ai rencontrée il y a 6 mois ne savait pas à quoi ressemblait la paix. Celle-ci commence à la reconnaître. J'ai piqué une nouille. Je me sens toujours coupable. Se sentir coupable ne signifie pas que tu as tort, a-t-il dit doucement. Cela signifie que tu as été conditionné. J'ai dégluti difficilement. Cette culpabilité n'est pas la tienne, a-t-il ajouté. On te l'a inculquée. Je n'ai pas pleuré, mais ma gorge s'est serrée au point de faire mal. Parfois, la guérison ne ressemble pas à de la poésie. Parfois, elle ressemble à quelqu'un qui vous dit une vérité que vous n'étiez pas assez courageuse pour vous dire à vous-même. 2 semaines plus tard, Julien a texté, grosse nouvelle. Manon a trouvé un travail. J'ai cligné des yeux. Un vrai? Ai-je répondu. Assistante administrative à temps plein dans un cabinet d'avocat. 48 000 € par an, avantages sociaux. J'ai regardé l'écran. Manon n'avait jamais travaillé à temps plein de sa vie. Elle avait toujours flotté d'un emploi à temps partiel à l'autre, amortissant chaque chute avec mon compte en banque. Comment l'a-t-elle eu? Ai-je tapé? Aucune idée. Mais elle s'y tient vraiment. Quelques heures plus tard, une deuxième mise à jour. Elle a acheté une voiture. J'ai soupiré. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas une Mercedes. Renault Clio 2019. D'occasion. 13 000 €. Acompte de 3 500 €. Les mensualités sont d'environ 250 €. J'ai de nouveau cligné des yeux. C'était responsable. Pratiquement raisonnable. Tant mieux pour elle, ai-je tapé. Mince. Réponse vraiment mature. Je ne suis pas en colère contre elle.
J'en ai juste fini de la secourir. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre. Papier crème. Écriture bleue. Grand-mère. Chère Clara, j'espère que tu vas bien. Robert se remet lentement. La crise cardiaque l'a secoué plus qu'il ne le laisse paraître. Il reste assis en silence ces jours-ci, regarde les oiseaux. Il n'a pas mentionné ton nom depuis que tu n'es pas venu. Je pense qu'il a honte. Trop fier pour s'excuser correctement, trop humilié pour prétendre qu'il avait raison. Tes parents te manquent. Ils ne le diront pas, à cause du décret de Robert et tout ça, mais c'est vrai. Ton père continue de mettre un couvert supplémentaire à table. Puis il se souvient, puis il le range. Manon va mieux. Elle paie ses propres factures maintenant. Je pense que tout perdre a été son électrochoc. Je n'écris pas pour te demander de revenir. C'est ton choix. J'écris pour te dire que tu mérites mieux que la façon dont cette famille t'a traité. Nous t'avons laissé tomber. Moi aussi, je t'ai laissé tomber, en ne parlant pas plus tôt. Je t'aime, grand-mère PS appelle-moi plus souvent. Madame Dubois dit que je me sens seul. Mes yeux se sont brouillés avant que j'arrive au post-scriptum. J'ai plié la lettre, l'ai ajoutée à la première dans mon portefeuille. 2 lettres maintenant, 2 rappels que quelqu'un dans cette famille me voyait au-delà de ce que je pouvais donner. Thanksgiving est arrivé. Mon premier sans eux. Julien m'a invité. Thanksgiving de la famille de cœur, a-t-il dit. Pas de drame, pas d'ultimatum, et nous ne te ferons certainement pas payer 2300 € pour de la purée. J'ai apporté 2 bouteilles de vin ridiculement chères, le genre que je pouvais enfin me permettre. Nous étions 12, Julien, sa petite amie, 3 collègues, un voisin, un ami de l'université, Cédric, Adam. Nous avons cuisiné ensemble, brûlé les petits pains, en avons ri, trop mangé, et nous sommes assis par terre après pour nous disputer sur les décisions de football. Quelqu'un s'est endormi sur le canapé. C'était petit, désordonné, chaleureux. Une fête sans culpabilité. C'était comme un univers différent. Quand tout le monde est parti, Adam m'a aidé à nettoyer. Il s'est appuyé contre le comptoir et a dit, voilà ce qu'une famille devrait être. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le soir du Nouvel An, Cédric a organisé une fête. Adam et moi sommes restés proches, nous séparant de temps en temps pour discuter. À minuit, des feux d'artifice ont éclaté au-dessus de Paris, bruyants et lumineux. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Bonne année, Clara. J'espère que cette année t'apportera tout ce que tu mérites. Je suis désolé pour ce qui s'est passé, pour mon rôle là-dedans, pour ne pas avoir été meilleur. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Sans pression. Je voulais juste que tu le saches. Manon, je l'ai regardé un long moment, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Je n'ai pas supprimé le message. Je n'ai pas répondu non plus. Pas encore. La guérison n'est pas une porte que l'on défonce. Parfois, c'est une charnière qui tourne lentement. Au printemps, mes économies avaient augmenté plus vite que je ne l'avais prévu. Plus de 2000 € siphonnés chaque fois que quelqu'un avait une crise. Plus de retraits discrets de mon salaire pour les lacunes d'assurance de papa. Plus d'obligations d'anniversaire déguisées en rançon émotionnelle. 3 mois, puis 4, puis 6. En mars, pour mon anniversaire, j'avais plus d'argent que je n'en avais jamais eu. Cette même semaine, Julien a demandé, combien as-tu économisé depuis le dîner? J'ai vérifié. 65 000 €. Il a sifflé. Mince, Clara, c'est un apport. J'ai cligné des yeux. Un apport. Je ne m'étais même pas permis de penser si loin. Mais le week-end suivant, j'ai commencé à regarder les annonces. 3 chambres, 2 salles de bain, dans la région de Rennes. Une maison s'est démarquée. 310 000 €. Un citronnier dans le jardin. L'offre a été acceptée moins d'une semaine plus tard. Quand j'ai eu les clés, je me suis tenu seul dans le salon vide, la lumière entrant par les fenêtres. Pas de meubles, pas de décoration, juste de l'espace. Ma poitrine s'est ouverte. J'ai ri, fort. Libre. À 28 ans, j'avais acheté ma propre maison. Pas parce que quelqu'un m'avait donné un coup de pouce. Pas à cause de relations familiales. Parce que j'avais arrêté de payer une cotisation pour être maltraité.
La pendaison de crémaillère était petite, 12 personnes. Julien a apporté un pouf orange. Cédric a apporté du whisky cher. Les voisins ont apporté leur curiosité. Adam a apporté une boîte à outils, au cas où. Ma grand-mère est venue elle-même. 2 heures en Uber. Canne dans une main, détermination tenace dans l'autre. Tu es venu, ai-je murmuré. N'importe quoi. Ma petite fille a acheté une maison. Je ne vais pas manquer ça. Je lui ai montré la cuisine, les chambres, le jardin. Quand nous sommes arrivés au citronnier, elle a touché doucement une branche. Bonne terre, a-t-elle dit. Il poussera bien. J'ai dégluti. Toi aussi, a-t-elle ajouté. Et pour la première fois depuis très longtemps, je l'ai cru. Été, au rayon des fruits et légumes d'une épicerie. J'ai tendu la main vers un avocat au même moment que quelqu'un d'autre. Désolé. Clara. Je me suis figé. Manon. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements lui allaient bien. Elle avait l'air plus âgée. Et, a-t-elle dit doucement. Salut. Un silence gênant s'est installé entre nous, épais comme du brouillard. Tu as l'air en forme, a-t-elle offert. Toi aussi. Une autre pause. Clara, a-t-elle dit, ses doigts se resserrant sur la poignée de son chariot. Je suis désolé pour tout. Pour la BMW, pour Instagram, pour les choses que j'ai dites. J'ai attendu. Et pour t'avoir fait sentir que ton nom n'était pas autorisé, a-t-elle murmuré. Ma gorge s'est serrée. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle n'a blâmé personne. Elle l'a assumé directement. J'apprécie que tu dises ça, ai-je dit prudemment. Tu n'es pas obligé de me pardonner, a-t-elle dit. Je ne m'attends pas à ça. Je voulais juste. Je ne voulais pas que tu penses que je n'avais rien appris. Tu as appris, ai-je admis, avec un petit sourire, triste et plein d'espoir. Peut-être un jour, a-t-elle dit. Pas maintenant, mais un jour. Peut-être, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, poussant son chariot. Au revoir, Clara. Salut, Manon. Je suis resté là, tenant un avocat, le cœur battant. Cela ne ressemblait pas au début de quelque chose. Cela ressemblait à la fin de quelque chose d'ancien et peut-être au début de quelque chose de différent. 1 an après le dîner, je me tenais dans ma cuisine, un café à la main, regardant le citronnier. La maison était meublée maintenant. Le sweat à capuche d'Adam était sur le dossier d'une chaise. Les photos de ma grand-mère étaient aimantées sur le réfrigérateur. Julien avait un double des clés. Mes économies avaient dépassé les 180 000 euros. Je n'étais plus la même personne qui était assise à cette table de dîner. Je n'étais pas le portefeuille. Je n'étais pas le plan de secours. Je n'étais pas la responsable. J'étais simplement Clara, une femme qui avait enfin appris que non n'est pas égoïste. Non est une limite. Non est une invitation à construire une vie qui n'exige pas de se saigner pour elle. Non est le mot qui m'a acheté une maison, une famille de cœur, un amour plus sain, et un avenir sans étiquette de prix. Non n'était pas la fin. C'était le premier mot du reste de ma vie.